Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est Marc Menant qui aujourd'hui est l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est la fête, autant dire. Nos auditeurs connaissent bien Marc Menant, qu'ils retrouvent tous les samedis ces temps-ci sur CNews pour une émission qui s'appelle Vent Positif. Eh bien, c'est ce vent positif qui nous poussera, nous portera cet après-midi dans cette évocation des aviatrices en général et d'Adrienne Bolland en particulier. Vous allez donc parler d'aviatrices cet après-midi et d'aviateurs avec Lorena Martin. Oui, puisque Lorena va nous faire voyager du grand balcon de Toulouse au restaurant des aviateurs au Crotoy. Nous reviendrons aussi sur les origines d'une expression curieuse, à tire-larigot. Ah oui. Ça, c'est le genre de locution savoureuse qu'affectionne Marc Menant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. On parle souvent de Blériot, de Mermoz, n'est-ce pas Marc Menant, de Coste et Bellonte, et l'on oublie que des femmes se sont tôt illustrées dans l'épopée de l'aviation naissante. Je crois qu'on peut même dire que s'il est un domaine où l'émancipation, où la libération de la femme s'est pleinement illustrée, eh bien c'est celui de la conquête de l'air, avec des personnalités incroyables, fortes, belles, hautes en couleur. On va essayer de faire une petite galerie de portraits tout à l'heure avec Marc. La première à voler dans un aéroplane, comme on disait à l'époque, c'était en juillet 1908, c'était Madame Pelletier. Madame Pelletier est d'abord montée comme passagère, et puis elle a pris le manche. Elle est devenue elle-même pilote. Et ensuite, c'est Élise de Roche qu'on appelait la baronne de la Roche, Raymonde de la Roche. C'est une artiste de la belle époque. Quand je dis artiste, je suis gentil. Bon, elle, alors vraiment, elle a eu le premier brevet féminin de pilote, cette baronne de la Roche. Brevet numéro 36, entre parenthèses, qui n'est quand même pas si mal. Elle mourra, hélas, dans un accident en 1919. Elle avait quand même détenu de son vivant le record de distance en ligne droite. C'était combien à l'époque le record de distance ? Aucune idée. 325 mètres. Ah ouais. Oui, Hélène Dutrieux, Jeanne Herveau et d'autres ont été les aviatrices françaises, parce qu'il faudrait évidemment ajouter toutes les américaines et les britanniques et les allemandes, etc. La première héroïne française des airs porte un nom plus connu que toutes celles-là, qui parle aujourd'hui encore de Jeanne Herveau, hélas. Le nom connu, c'est celui d'Adrienne Bolland. Je dis non connu, est-ce que finalement aujourd'hui on connaît encore tellement Adrienne Bolland qu'avait immortalisé Sylvia Montfort dans un téléfilm, je me rappelle, c'était incroyable. On voyait une espèce de plan fixe, un gros plan sur le visage d'Adrienne Bolland en train de traverser les Andes. Le visage, c'était celui de Sylvia Montfort qui était visiblement balayé par le vent d'un ventilateur. Alors, ce que disait toujours Adrienne Bolland, elle est morte en 1975, c'est que le fait d'être une femme ne l'a pas désavantagée dans l'extraordinaire aventure qui a été la sienne. Au contraire, ça aurait plutôt eu tendance à l'avantager. Caudron, qui va être son employeur, et on en dira un mot tout à l'heure, Caudron l'avait engagé parce qu'il avait un véritable sens de la publicité et qu'il savait très bien qu'en mettant une femme aux commandes d'un avion, eh bien, ça ferait beaucoup plus parler que s'il s'était agi d'un homme. Vous allez être la première femme à traverser la Manche, lui avait-il dit. La première femme, parce qu'il y avait eu Blériot avant, bien entendu. Alors, elle se prépare, Adrienne, à traverser la Manche, elle peaufine son avion. Il faut imaginer ce que c'est que les espèces de coucous de l'époque. Quand vous allez aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace, ou dans une collection d'avions anciens, et que vous voyez les espèces de petits appareils de toile avec leur... On se demande comment ça volait. Mais non, mais c'est incroyable, on n'en voudrait même pas pour tondre la pelouse. Non, eh bien, les gens en question à l'époque montaient et décollaient et mettaient leur vie en danger. C'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui nous fait rêver, nous, bien entendu. Donc, traverser la Manche, d'accord, sauf qu'Adrienne apprend que ses amis se sont réunis à Bruxelles, qu'il y a une grande fête à Bruxelles. Alors, pour tout vous dire, Adrienne Bolland est d'un tempérament festif. Elle aime bien, elle, faire la fête. Elle n'a pas tout à fait la rigueur que prônerait un Marc Menant, par exemple. Je parle notamment de la question de l'alcool, vous voyez, elle aimait bien ça. Et elle se dit, pourquoi sont-ils tous à Bruxelles et pas moi ? Alors, elle va décoller au Saoui. Elle fait semblant d'aller traverser la Manche et puis hop, elle met cap à l'est et la voilà partie à Bruxelles. Entre parenthèses,
quel culot, c'est absolument invraisemblable. On est là au début du mois d'août 1920, c'est un voyage, presque une promenade de santé pour Adrienne qui atterrit à Bruxelles, qui est accueillie par tous ses amis, on fait effectivement la fête, c'est formidable, et le lendemain, quand elle se réveille, pas très tôt, inutile de vous dire, et qu'on lui apporte sur son plateau de petit déjeuner la presse, il y a un gros titre, une aviatrice disparue au-dessus de la Manche. Eh bien oui, c'est comme on ne l'a jamais vu arriver, vous imaginez ? Eh oui, on ne l'a jamais vu arriver de l'autre côté, donc on a pensé qu'elle avait disparu. En fait, elle n'a pas disparu du tout, elle était tranquillement à Bruxelles. On n'imagine pas la colère de Caudron et surtout de maman Caudron, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est la mère de l'avionneur qui tenait en vérité la boutique. Et d'ailleurs, c'est bien simple, Caudron va passer le téléphone, on est vraiment dans les débuts de la téléphonie à l'époque, il passe le combiné, si j'ose dire, enfin à l'époque c'est même pas un combiné, il passe le téléphone à sa mère, et c'est Madame Caudron qui va engueuler Adrienne. « Écoutez mademoiselle, lui dit-elle avec ce fort accent du Nord qui la caractérisait, cette Madame Caudron, s'il y avait 2 demoiselles Bolland chez nous, nous n'aurions plus qu'à fermer boutique. » Ça fait beaucoup rire Adrienne, ça qui racontera tout ça. On le sait, alors ça c'est un témoignage tout à fait magnifique qui a été publié dans la revue Icar par Claude Yelnik qui est allé rencontrer, au début des années 70, il est allé rencontrer la vieille Adrienne Bolland. Au départ il venait pour lui parler comme ça pendant quelques minutes et en fait l'entretien a duré des heures et ce sont carrément des mémoires oraux que Adrienne Bolland a livrés à Claude Yelnik. Alors, quand même, la traversée de la Manche va se faire. Elle va se faire le 25 août de cette année 1920. Adrienne Bolland devient donc, là, cette fois, c'est vrai, la première femme à traverser la Manche dans des conditions extrêmement difficiles. Quand elle arrive de l'autre côté, les Anglais qui l'accompagnent la surnomment tout de suite Lucky Girl, parce qu'elle a eu beaucoup de chance. Les conditions météo, notamment, étaient épouvantables. Mais il faut vous dire qu'elle était un véritable casse-cou, cette fille-là, et qu'elle a très vite pris goût à ce qui va être l'acrobatie, les spectacles d'acrobatie aérienne. Elle fait toutes sortes de meetings. Alors le grand meeting de Buc en 1920, et puis un peu partout, elle va traverser l'Atlantique, elle fait des meetings en Amérique. En fait, elle est en sursis à chaque fois. Et d'ailleurs, elle dit elle-même que on avait commencé dans la population à se faire à l'idée qu'il y ait des avions, que ceux-ci sachent faire des loopings, qu'on puisse faire de l'acrobatie en vol et tout ça. Ça n'étonnait plus tellement le public. Et il n'y avait de monde sur les terrains d'aviation, racontera-t-elle, que lorsqu'il y avait eu un mort au meeting précédent. Un extrait de la symphonie numéro 3 d'Honegger sur Europe 1. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous raconte l'incroyable parcours d'Adrienne Bolland. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous mettez à l'honneur ces femmes qui sont parties à l'assaut du ciel. Celle dont on parle, c'est Adrienne Bolland. Vous nous racontiez il y a un instant qu'elle faisait des meetings et on la retrouve maintenant en Amérique du Sud.
Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas ? Ah, elle vient conjurer sa peur. D'abord, je la cite elle-même, puisqu'elle va raconter ça. Elle dit, en 1921, j'étais devenu pilote chez Caudron et je commençais à faire des meetings, c'est ce que je viens de vous raconter. Un jour, j'apprends par un copain qu'il y a une place de Maccabée à prendre en Amérique du Sud. Il y en a encore un qui vient de se casser la gueule dans la Cordillère, me dit-il. Et je me suis fait cette réflexion. Et voilà la réflexion d'Adrienne Bolland. J'ai toujours eu peur en avion. Me flanquer une vraie frousse, ce serait peut-être une bonne manière de la vaincre une fois pour toutes. Eh ben, donc cette femme incroyable qui fait des choses inouïes a toujours eu peur en avion. Elle avait, pour tout vous dire, les faveurs de la presse parce que c'était une femme qui avait un franc-parler. Elle a toujours eu cette espèce de gaieté foncière, de joie de vivre et de langue verte, disons-le. On raconte toujours cette anecdote un jour où elle était justement à un meeting, on lui annonce l'arrivée du Maharaja de Kapurthala. Alors elle n'y croit pas du tout et puis finalement elle se rend compte que effectivement c'est bien la Maharaja qui est là et qui vient voir son Caudron, qui vient. Alors elle ne sait pas trop comment faire. Le Maharaja lui tend la main, elle saisit la main très fort et elle lui dit « Je te serre la pince, monseigneur ». Vous voyez un peu le calembour. Tout le monde était gêné, il paraît que les employés du Quai d'Orsay se sont répandus en excuses, « Monseigneur, nous sommes confus », etc. Et d'ailleurs, il y avait ce jour-là le président de la République, Alexandre Mitterrand, qui faisait aussi la tournée des popotes et on a fait en sorte de le faire passer bien à l'écart d'Adrienne Bolland. Je vous raconte ça pour vous montrer le tempérament de la dame et le rapport qu'elle entretenait notamment avec des journalistes friands de petites phrases et d'anecdotes croustillantes. Elle était pour eux une véritable aubaine. Et d'ailleurs, c'est Adrienne Bolland elle-même qui va faire monter la pression, si je puis dire, en prévenant la presse, en allant au-devant de la presse, en expliquant à quel exploit elle se confronte. C'est-à-dire qu'elle veut, en quelque sorte, en ayant fait la une des journaux, elle veut ne plus avoir aucune chance de faire demi-tour. C'est ça la vérité. Toujours ce besoin de tester ses limites et de s'obliger à l'exploit. Voilà ce qu'on pourrait dire d'Adrienne Bolland. Et on a effectivement toute la presse qui annonce en cette année 1921, Adrienne Bolland en Argentine pour franchir la cordillère des Andes. C'était ça la véritable affaire, franchir cette cordillère des Andes. Alors, on ne s'improvise pas artiste des sommets du jour au lendemain. Il y a bien sûr tout un entraînement, il y a une habitude à la haute altitude. Tout ça se fait au fil des semaines, mais Adrienne Bolland va très vite bousculer l'agenda, si je puis dire, et elle fixe une date pour sa première traversée, pour cette espèce. Dites-vous bien, encore une fois, que très rares sont ceux qui ont accompli l'exploit. Il y a eu deux passages avant elle, et en vérité, aucune femme, bien entendu, est-ce que j'ai besoin de vous le dire. Et alors, la veille du jour où elle va, alors ça, on a raconté ça, c'est Louis Pauwels notamment qui racontait ça, vous savez, dans Le Matin des magiciens, dans ses ouvrages où on raconte des histoires un peu extraordinaires. Il dit que la veille où elle va franchir les Andes, elle n'arrive pas à dormir, il y a du bruit à l'hôtel où elle est, et puis une voyante vient frapper à sa porte, et voilà ce que lui dit cette voyante. C'est une femme assez bizarre, elle dit, avec des yeux fixes, elle était un peu bredouillante, parce que c'est Adrienne Bolland elle-même qui racontera ça à Louis Pauwels, et elle parlait un français très approximatif, dit-elle. Et la voyante en question lui dit: lorsque tu seras là-haut, ma petite, lorsque tu seras là-haut, à un moment, tu seras dans le fond d'une vallée qui tourne à droite. Et là, il y a un lac. Tu le reconnaîtras facilement. Il a la forme et la couleur d'une huître. Impossible de se tromper. Tu auras envie de tourner à droite. Eh bien, il ne faut surtout pas. Les montagnes sont plus hautes que tout ce que tu pourrais jamais escalader. Traduit ça en bon français, bien entendu. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qu'elle en sait, celle-là? Ça, c'est le commentaire que fait Adrienne Bolland. Et néanmoins, elle va donc prendre le lendemain le départ. Et tout ce que lui a dit la voyante va se révéler exact. C'est-à-dire qu'elle trouve tout le paysage tel qu'il avait été décrit. Et puis, tout à coup, effectivement, elle aperçoit
en contrebas, cette espèce de lac. Alors d'abord, elle voit dans la brume le fameux Christ dont lui avait parlé au départ une espèce de voyante, disons. Alors elle fait toutes les manœuvres qui avaient été prévues, et puis alors tout d'un coup, elle aperçoit effectivement ce lac qui a exactement la forme d'une huître. Et effectivement, elle est très tentée de faire la manœuvre qu'avait indiquée la voyante. Sauf que elle se dit qu'après tout, puisque cette femme a eu la prescience de lui indiquer exactement le chemin qu'elle a suivi, de lui montrer exactement le paysage tel qu'il se dessine depuis le ciel, eh bien, il faut peut-être l'écouter. Alors elle va faire exactement, elle va suivre à la lettre ce que lui a recommandé la voyante, et elle va y arriver. C'est-à-dire qu'elle va faire, alors je vous passe les rafales de vent extraordinaires, les moments où elle est convaincue d'aller s'écraser littéralement contre la paroi montagneuse. Elle ne voit pas à quelques centaines de mètres devant elle, mais néanmoins, elle trouve le véritable passage à travers les montagnes. Elle va trouver les courants ascendants qui lui permettent de s'élever presque sans effort pour franchir l'obstacle. Et ça y est, et ça marche. Alors ça, me dis-je, ça, c'est la chance. Oui, c'est même un peu plus que ça. Il y a, disons-le, on dit que la chance sourit aux audacieux, vous savez. Dans le cas d'Adrienne Bolland, elle est allée aux limites extrêmes de ce qu'elle pouvait accomplir, et elle a accompli l'exploit. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, une histoire incroyable, celle de cette femme, Adrienne Bolland, au caractère bien trempé, qui a su aller à l'assaut des Andes. Ça y est, elle vient de réussir l'exploit. Et c'est pas une blague, c'était le 1er avril 1921. Ah oui, le 1er avril, c'était le poisson d'avril. Et elle a 20 ans, Adrienne Bolland. Et dites-vous qu'elle n'a appris à piloter que... un an et demi plus tôt, un an plus tôt. Et la suite, évidemment, va être tissée d'anecdotes extraordinaires. Il faut prendre le temps de lire les souvenirs d'Adrienne Bolland. C'est absolument magnifique. Ça, elle va voler encore pendant 15 ans. Elle fera des meetings, toujours la même audace. Et toute sa vie, à chaque fois qu'elle décollera, à chaque fois qu'elle quittera le sol, elle sera morte de trouille. Parce que malgré les Andes, elle a continué à avoir peur. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Elle va tenter le record du monde de looping. D'ailleurs, elle remplit ce record du monde pour une femme, en tout cas. Alors, le problème, c'est qu'il y avait des rafales terribles et qu'elle a vu peu à peu les élingues qui tenaient entre elles ses ailes disparaître. Et petit à petit, les ailes de l'avion se sont mis à battre comme celles d'un oiseau. Non mais vous imaginez ça, elle s'en est sortie. Il aurait fallu que je vous dise un mot de son extraordinaire complicité avec son mari, en fait, qui l'a accompagnée et qui lui a permis peut-être de traverser toute cette période avec beaucoup d'allégresse. Voilà le mot qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'Adrienne Bolland, le mot allégresse. Bonjour Marc Menon. Bonjour Franck. C'était le 1er avril 1921, la traversée des Andes. Oui, tout à fait. Alors, il faut déjà rappeler que son avion, il pouvait théoriquement franchir 3000 mètres. Elle passe à 4200 mètres. C'est-à-dire la folie de se jeter, comme vous l'avez si bien décrit tout à l'heure, contre la paroi en espérant avoir le vent ascendant qui soit la catapulte qui permette de passer de l'autre côté. On est avec un avion complètement... Ce qu'on appelle la foi. Voilà, on est avec un avion ouvert. C'est-à-dire qu'elle a le vent qui est là, qui vient la geler. Elle s'est graissé les mains pour essayer de lutter contre le froid. Mais les doigts sont gourds. Elle ne sent plus du tout son manche dans les mains. C'est presque de l'inconscience. Ah non, mais c'est incroyable. Elle a bourré des journaux sous un pyjama. Elle a mis la combinaison là-dessus. Et c'est comme ça qu'elle tient contre les moins 15 qui sont son atmosphère qu'elle est en train de vaincre. C'est quelque chose de complètement incroyable. Et alors, il faut savoir aussi que lorsqu'elle est montée dans son avion, il y avait un petit comité qui s'était précipité, dont le patron de l'hôtel, en pleurs, en disant « Mais mademoiselle, vous n'allez pas partir, c'est pas possible. Les 5 qu'on tentait avant que vous, je leur ai porté le café. Ils sont jamais revenus. » Et elle dit à son mécanicien, parce que vous parlez de Vinchon, son mari, mais son premier complice, c'est son mécano, Dupérier. Elle lui dit « Dupérier, mettez-moi l'hélice en route !» Et elle part malgré tout et elle voit que même Dupérier est en pleurs. Oui. Ils sont tous convaincus de la voir pour la dernière fois.
Et alors, nous sommes le 1er avril, et c'est tellement improbable. Alors néanmoins, de l'autre côté, il y a sur l'aéroport une fanfare qui l'attend. On se dit, on ne sait jamais. Après tout. Surtout que les deux qui ont réussi précédemment sont passés à des hauteurs beaucoup moins importantes. L'un au nord, à 2300 mètres, et l'autre au sud, aux environs de 2000. Là, ce sont les plus hauts sommets des Andes. Voilà. Oui, c'est quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire qu'en dessous, elle ne voit que des pics, que des pieux. Elle doit s'embrocher tel celui qui ose affranchir le fakir qui affronte les couteaux sur le matelas. C'est quelque chose de complètement fou. Et néanmoins, donc, elle réussit, elle se pose, elle descend, elle est en pyjama, comme je vous l'ai dit. Elle baisse la tête et elle embrasse le drapeau argentin. Et lorsque elle se redresse, elle voit qu'il n'y a même pas un Français. Elle dit quand même, c'est pas possible, il n'y a pas d'ambassadeur. Ben non, parce que l'ambassadeur, quand on lui a dit qu'une Française avait franchi les Andes un 1er avril, il a dit, mais c'est une farce. Il a cru que c'était le poisson d'avril. Voilà, c'est quelque chose de complètement fou. Est-ce qu'il ne faut pas faire la part dans ce que nous raconte Adrienne Bolland de la faconde qui lui appartenait, de cette volonté qu'elle a de tout tourner quand même à la rigolade? C'était sa nature. Oui, mais il suffit de regarder. Malheureusement, les croix dans les cimetières, elles sont nombreuses, et ils sont encore plus nombreux, ceux qui terminaient aux pâquerettes. Et on va évoquer quelques-unes d'entre elles. Alors justement, parlons peut-être, mais on va y venir dans un instant. On pourrait parler d'Hélène Boucher. Bien évidemment. Je pense que ça fait partie des grandes figures que nous allons évoquer cet après-midi. Hélène Boucher, puis on dira peut-être un mot de Maryse Bastier voilà. aussi. Et puis après, on va parler d'une ou deux américaines. Eh oui, bien sûr. Parce que Bessie Coleman, notamment. Bessie Coleman, une noire. Ouais. Alors là, c'est une histoire invraisemblable et qui mérite une oreille attentive. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les femmes sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 avec cette femme Adrienne Bolland qui a été à l'assaut des Andes, mais pas que. D'autres sont à l'honneur, Hélène Boucher, Maryse Bastier. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité cet après-midi. Vous recevez Marc Menant, il est journaliste, écrivain, et il présente tous les samedis à 14h Vent Positif sur CNews. Alors, il est aussi l'homme de l'aventure, Marc Menant, disons-le. Vous avez créé le magazine de l'aventure à la télévision et j'ai inventé le commentaire dans l'action. Et le goût des femmes d'action aussi. Donc mais c'est une émission pour vous, ça. C'est une émission sur mesure, en fait. Et j'ai eu le bonheur de voler avec Jean Salis, qui a été vice-champion du monde de voltige. C'était dans un stamp. Et il m'a fait le coup de la panne. C'est-à-dire que j'ai vécu, à minima, ce que ces inconscients s'offraient, ce taquinement de l'indicible, et soudain, le barouf qui s'éteint, le silence complet, et là, alors qu'on ne pouvait pas communiquer, moi je suis en position avant, car le passager est toujours en position avant dans ses biplans, et il me dit... T'en fais pas, on va y arriver. Et là, on essaie de planer jusqu'à l'aéroport, on se pose, et j'ai fait mes premières voltiges. Mais il avait fait la panne volontairement? Non, pas du tout, il avait oublié de regarder s'il y avait assez d'essence. Ah bah oui, voilà. Après, j'ai fait avec Henri Pescarolo, grand voltigeur aussi, le vainqueur des 24 heures du Mans par 3 fois. Et pour avoir avec fait Catherine moi aussi Monoury. un petit peu de voltige, on peut dire quand même que même si la voltige, au moment où on l'a fait elle-même, on ne se rend pas trop compte, on voit juste le paysage qui tourne autour. Mais en revanche, lorsqu'il y a des décélérations, le fameux effet zéro jet, là, c'est extrêmement impressionnant. Complètement ça. fou. Alors, quand Adrienne Bolland tente, parce que pour obtenir un avion, Caudron lui avait dit, si vous réussissez à me convaincre en vous posant à tel endroit sur le sable, il avait fait de grands traits sur la plage, eh bien, avec les Lils calés, vous aurez droit à votre avion. Et malheureusement, elle réussit. Alors, il se dit, c'est un peu compliqué. Alors, il lui dit, mais maintenant, il va falloir me faire un looping. Elle n'imaginait même pas ce que c'était qu'un looping. Et elle va partir. Et là, elle demande à son moniteur, que dois-je faire? Il lui dit, tu te débrouilleras. Et elle demande simplement qu'on lui ficelle les pieds sur le palonnier, puisqu'elle va passer à l'envers, et elle risque à ce moment-là d'être par-dessus bord. Et la voilà qui monte, elle tente quelques montagnes russes, et soudain, il faut y aller, et hop, elle tire le manche sur le ventre pour faire l'effet de bascule. Elle passe une première fois, elle est tellement émerveillée qu'elle maintient
le manche sur le ventre et elle fait un deuxième looping, ce qui lui permet d'être engagée par Caudron. Il y en a une qui fera cette manœuvre, qui tirera sur le manche pour redécoller parce qu'elle avait pensé que son avion, son Rafale, allait être trop court et qu'il fallait redécoller. C'est Hélène Boucher. Et elle y laissera la vie, en revanche. Oui, alors c'est une comète, Hélène Boucher. C'est une fille formidable, d'une audace inouïe et d'un talent pur. Alors pour le coup, elle a une sorte de rigueur et elle va découvrir l'aviation relativement tard. Enfin, quand je dis relativement tard, à 22 ans, elle passe son brevet. Elle est issue d'une belle famille. On est là en juillet 1930, donc un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Les avions ont légèrement progressé, il n'en reste pas moins que ce que l'on confie aux femmes. En général, le matériel est un tout petit peu moins dans la vague du progrès. Et elle va très rapidement battre tous les records. Son brevet, elle l'a passé sous les yeux d'Adrienne Bolland, d'ailleurs. Oui, en plus, une petite elle anecdote, était là, tout à fait. Tout à l'heure, on va évoquer Bessie Coleman. Elle était là aussi, Adrienne. Ah oui, c'est la marraine, en quelque sorte, de toutes ces audacieuses. Et Hélène Boucher, très rapidement, elle se spécialise dans la voltige. Et ses moniteurs sont éberlués. Ils disent, mais elle nous battra tous. Alors il faut savoir qu'elle a eu une petite aventure avec Jean Mermoz. Et lorsqu'ils sont présentés l'un à l'autre, son moniteur Destroya dit à Mermoz, il lui dit, tu sais Jean, bientôt, elle nous battra tous. Il est vrai que Mermoz, c'était pas le spécialiste de la voltige, c'était le spécialiste des grands raids, des choses complètement invraisemblables sur la ligne. Toujours est-il qu'à ce moment-là, elle le reprend, elle dit « Je ne serai pas championne du monde, je serai champion du monde ». C'est intéressant d'entendre cela à une époque où on essaie de tout féminiser. Oui, car pour toutes ces femmes, il n'était pas question d'être la meilleure des femmes. On avait créé les coupes pour les femmes, mais elles n'en voulaient pas. Elles voulaient être champions à l'égal des hommes, même si on ne leur donnait pas le meilleur des matériels. Et elle est tellement exceptionnelle, cette Hélène Boucher. En plus, elle est ravissante, elle a un petit minois, elle est là dans une liberté. Elle a les yeux gris, elle est toute blonde, elle est très jolie. Très, 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 très jolie. Et elle se retrouve à Guyancourt. Elle a signé un contrat avec Renault. Elle est l'effigie de Renault. Et elle veut tester un avion qui va lui permettre peut-être de battre un nouveau record à pratiquement 500 km/h. Les conditions sont épouvantables, mais elle dit c'est une question d'honneur et puis une question d'image pour la marque que je représente. Il faut que je sois bien au point demain et par conséquent, je m'affranchis du brouillard et je tente. Et elle est partie avec cet avion qui était une véritable fusée. Elle fait tout son périple, elle vient se reposer, la visibilité est épouvantable, et cet avion la propulse, la catapulte littéralement, et elle a oublié un détail, qu'il ne se maniait pas comme ceux dont elle avait l'habitude, et il y avait une sorte d'inversion de commande, et là, elle se tue, c'est une faute de pilotage, et malheureusement, elle termine sa carrière à 23 ans. Elle avait quand même battu plusieurs fois le record du monde. Oui, et à Angers, elle termine deuxième des 12 heures d'Angers. Elle est la seule femme engagée. Elle est toute seule au volant. Au volant, parce qu'il y a une sorte de volant qui est au-dessus du manche. Et les deux qui se sont relayés devant elle, qui gagnent, ce sont deux hommes, ils se sont partagés l'effort, elle était toute seule, elle a réussi néanmoins à les vaincre. Elle volait sur un Caudron 13, qui est l'un des tout premiers avions de vitesse. Elle fait un premier record, qui était le record féminin, évidemment 409 km/h, c'est quand même pas mal. Elle bat le record absolu. Sur 1000 mètres. Oui, et après le record absolu également, qui était détenu par, j'ai oublié son nom, peut-être Drouin, mais je ne sais plus. Ensuite, record de vitesse pure, 428 km/h. Et là, on refuse l'homologation, elle réessaie et elle sera à 444 km/h. Ça, c'est un record toute catégorie, si je puis dire. C'est l'être humain le plus rapide du monde. Et malheureusement, comme vous le dites, elle va mourir, on ne peut pas dire bêtement, mais dans une manœuvre un tout petit peu trop brutale, peut-être. Elle commet une faute, parce qu'elle n'aurait pas dû décoller, mais elle avait ce sens de l'honneur, et elle savait qu'elle représentait une grande maison, qu'on lui faisait confiance, et elle voulait être à la hauteur de ce que on lui avait accordé. Alors, vous nous avez dit d'un mot tout à l'heure qu'elle était issue d'un milieu très favorisé. Ce n'est pas du tout le cas de Maryse Bastier, dont on va parler dans un instant, et qui, elle, est issue d'un milieu tout à fait populaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les femmes à l'assaut du ciel, voilà comment on peut appeler cette émission aujourd'hui. Et vous leur rendez honneur, Franck Ferrand, avec votre invité. Vous recevez Marc Menant qui nous fait revivre tous ses exploits aujourd'hui. Il est journaliste, écrivain et vous le retrouvez tous les samedis à 14h sur CNews à la présentation de Vent Positif. Alors, après Adrienne Bolland, après Hélène Boucher, il est temps de parler de Maryse Bastier. Maryse Bastier qui était piqueuse de cuir dans une usine à chaussures. Voilà, c'est-à-dire que déjà elle se retrouve orpheline à 11 ans. Alors on est du côté de Limoges. Et sa maman lui dit ma pauvre fille, il va falloir travailler. Alors on va à l'usine. Elle est piqueuse de cuir. Elle sait à peine lire. Elle n'a pas pu aller à l'école. Déjà à l'époque, il y avait presque que certaines filles dont les parents faisaient attention à l'éducation. Mais elle, la maman aurait peut-être voulu, mais il est hors de question. Et c'est une constante. Tout à l'heure, on va évoquer quelques Américaines. Ces femmes qui ont été dans l'exclusion sociale ont un courage invraisemblable, en dehors des tâches qui sont les leurs. Là, aller à l'usine dans la journée, eh bien, vous savez ce qu'elle fait le soir, alors qu'elle est épuisée ? Eh bien, toute seule, en autodidacte, elle prend les livres, elle lit et elle s'instruit. Elle se gave de mots, elle se gave de connaissances. Alors, elle va faire un premier mariage qui est un échec, dont elle aura un fils. Et qui puis, meurt très tôt, malheureusement aussi. Elle a, comme beaucoup de femmes pendant la Première Guerre mondiale, elle a un filleul de guerre, c'est-à-dire qu'elle est marraine de guerre. Et le filleul en question s'appelle Louis Bastier. Eh bien, elle aime bien Louis Bastier parce qu'elle va devenir sa femme, en fait. Tout à fait. Et lui, il est fasciné par ce que nous venons d'évoquer, un tel caractère. Et tout de suite, comme il est un pilote, il l'emmène du côté de Bordeaux. Là voilà comment elle monte en avion. Et voilà. Et c'est le coup de foudre. Et ensemble, ils vont progresser. Mais on l'a dit, la mécanique est capricieuse. Les bielles ont tendance à quelques dissidences, tant et si bien que le pauvre Bastier termine au pâquerette, expression consacrée. Oui, enfin, au pâquerette, là, il y reste. Oui, c'est pour ça, quand je dis, il est au pâquerette. Et malheureusement, donc, eh bien pour elle, il faut faire front. 15 octobre 1926, l'accident mortel de Louis Bastier. Et là, c'est un ami de Bastier qui va faire attention à elle. Il s'appelle Maurice Drouin. C'est un grand as de la guerre de 14. Et lui aussi, il terminera mal en essayant l'avion Cousinel Arc-en-Ciel qui permettra à Mermoz de réaliser une formidable traversée de l'Atlantique quelques années plus tard. Toujours est-il que Drouin lui dit « Écoute, je vais t'aider ». Et il sort de l'argent pour qu'elle puisse acquérir un avion. Elle va devenir monitrice. Ça fait faillite au bout de 6 mois. C'est pas grave, on repart. Et à nouveau, toujours dans ce désir de faire aussi bien que les hommes. Et comme la petite Hélène Boucher, elle va collectionner les exploits et les records du monde. Hélène Boucher, c'était des records du monde de vitesse. Là, avec elle, ce sont des records du monde de durée. Voilà. C'est-à-dire de distance, par définition. Oui. Et en 1939, elle va postuler. Elle fait Paris-Treptow en Poméranie, plus de 1000 km, comme d'un jet. Hein. Ah mais non, mais de toute façon, on n'arrête pas. C'est-à-dire que si l'on regarde à cette époque-là, en plus, on n'a qu'un seul moteur. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous êtes dans la menace, il n'y a rien pour vous rattraper, c'est perdu. Par conséquent, il faut s'affranchir de toutes les superstitions, s'affranchir, comme quand Franck tout à l'heure nous racontait Adrienne Bolland, de toutes ces petites voix qui sont les voix du découragement. Et trouver en soi cette force propulsive qui fait que quoi qu'il arrive, on est certain de sa propre réussite. Et en 1939, là, il s'agit d'être patriote. Et elle va postuler pour entrer dans l'armée de l'air. On lui accorde le titre de sous-lieutenant. Bien évidemment, il n'est pas question qu'elle soit pilote de chasse. Elle va convoyer des avions. Et puis, la débâcle 1940, ça s'arrête. Elle entre dans la Croix-Rouge. Et cette femme qui a risqué sa vie, cette femme qui a eu, comme les autres, quelques contacts un peu virils avec la terre, vous savez comment elle va perdre l'usage de son bras gauche, qui va à tout jamais l'empêcher de voler. Eh bien, elle est sur un quai de gare. Et là, il y a un Allemand qui la bouscule, elle tombe, et à tout jamais, elle ne pourra plus utiliser son bras, elle ne pourra plus piloter.
Ironie du sort. Ah, vraiment. c'est Ouais. incroyable. Alors, on pourrait évoquer encore, mais allons on plus. pourrait, d'abord, il faut dire qu'elle a vraiment multiplié les records. Elle a continué, elle a volé. Elle va repousser, si je puis dire, toutes les limites. Ce qui joue un rôle très important là dans l'évolution de la condition féminine, parce qu'évidemment, on ne regarde plus tout à fait les femmes du même œil, grâce à ces femmes dont nous venons de parler. Mais attendez, il n'y a pas que en l'air qu'elles sont actives. C'est-à-dire que Adrienne Bolland, Hélène Boucher, dans sa trajectoire ô combien fugace, Interrompu, oui. Maryse Bastier. Il faudrait parler de Jacqueline Auriol, mais on avait fait une émission sur Jacqueline Auriol l'année dernière. Bien sûr, mais les trois vont se placer derrière Louise Weiss, qui se bat pour que les femmes aient le droit de vote. Louise Weiss qui se présente aux élections dans le 5e arrondissement, et elles sont là, virulentes, pour faire en sorte qu'elles puissent être l'égale des hommes. Et aujourd'hui, c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'on a cette égalité grâce à ce que ces femmes ont forgé, et on veut recréer une sorte de distance entre les deux sexes. Elles, ce qu'elles veulent, c'est une sorte d'amalgame. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il y a des êtres humains entreprenants. C'était le discours sur le genre de Marc Menant. Vous vouliez quand même, en plus de ces grandes aviatrices cocorico françaises, évoquer une américaine, Bessie Coleman. Deux, si on a le temps. Oui, Bessie Coleman, noire. Alors là, on est à Atlanta. Vous êtes dans le plein sud, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'elle ait le moindre droit à quoi que ce soit. C'est une famille nombreuse, ils sont 13. Et tout à l'heure, on évoquait la petite Maryse qui prend les livres. Eh bien, elle, dès l'âge de 7 ans, elle est placée dans des familles. Elle marche nu-pied. Eh bien, ça ne l'arrête pas pour autant. Le soir, elle va, quand il y a la bibliothèque ambulante qui passe, elle s'arrange pour garder une petite pièce et obtenir du fonctionnaire qui distribue les livres, la possibilité de collectionner ces livres. Et là encore, toute seule, elle va apprivoiser les mots, elle va atteindre une certaine connaissance. Le niveau secondaire, malheureusement, elle ne peut pas aller plus loin, elle devient manucure. Ses frères qui ont été appelés à la guerre de 14, ils reviennent, ils lui parlent de l'aviation, elle en a entendu parler aussi, et ça la fascine. Alors elle se présente dans les aéroclubs, vous êtes noir, dehors, pas question, les portes se ferment, et là, elle va bondir en France, elle va découvrir Adrienne Bolland au Crotoy, elle va devenir pilote, et malheureusement son aventure, elle devient néanmoins un symbole, parce que là encore, les meetings la font connaître, mais un jour, elle est en repérage, et elle ne met pas sa ceinture, et le mécanicien qui est avec elle, eh bien, fait sans doute une fausse manœuvre. Toujours est-il qu'elle est jetée en dehors de l'appareil, et elle se trouve à s'écraser au sol. Il faut savoir aussi que le mécanicien, ça se termine mal pour lui, car il y a une clé qui se coince dans les commandes et il va s'écraser à son tour. On peut peut-être se dire qu'il y avait là un coup prévu et qu'en réalité, c'est une sorte de sabotage qui élimine la belle Bessie Coleman. Quand je vous entends parler de ces aviatrices, je me demande pourquoi vous travaillez en ce moment sur Mermoz, Marc Menant. Vous en parlez bien de ces femmes sportives, à vrai dire. J'espère parler aussi bien de Mermoz. Et je démontre, c'est mon intention, je suis en train de terminer, que Mermoz, en réalité, c'est le Petit Prince. Ah, mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Saint-Exupéry rend hommage à Mermoz. En dessinant le Petit Prince, il est fasciné, c'est une très belle amitié. Il est obsédé aussi parce qu'il les a animés. La disparition de Mermoz, voilà, en 1936. Et en 1942, alors qu'il est à New York, il fait de temps en temps ce personnage, cette tête de soleil. Mermoz est blond, les cheveux ébouriffés, et son éditrice voit ça, elle dit ça serait une belle bande dessinée. Et c'est comme ça que Mermoz, renaît. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, Franck Ferrand, vous rendez hommage à ces aviatrices, à ces femmes qui ont su faire d'incroyables exploits, et notamment Adrienne Bolland. Alors maintenant, on va parler des aviateurs avec Lorena Martin. Oui, des aviateurs et des aviatrices, puisque vous nous emmenez au Crotoy. Nous avons fait déjà 2 ou 3 survols du Crotoy depuis tout à l'heure. Bonjour Lorena. Exactement, bonjour Franck. Oui, en baie de Somme, à 50 mètres de la plage du Crotoy, je vous emmène dans un hôtel dont la décoration s'inspire des pionniers de l'aviation civile et militaire, puisque c'est là que se trouvait
à 500 mètres, l'école de pilotage Caudron, des frères Caudron. Qui était l'école d'Adrienne Bolland, d'ailleurs. Exactement, d'Adrienne Bolland, de René Fonck, de Paul Doumer, Jules Védrine. Et cet hôtel-restaurant, Les Aviateurs, se situe donc à 500 mètres de l'école de pilotage. Et à l'époque, l'établissement était un restaurant et une pension de famille qui s'appelait le restaurant de la plage, qui est très vite devenu un des points de ralliement des aviateurs au Crotoy. Il a accueilli les pionniers de l'aviation au début du XXe siècle, des élèves pilotes, des pilotes d'essai, les frères Caudron et bien sûr Adrienne Bolland qui en parle dans ses mémoires. Et elle confie qu'elle venait souvent boire un verre. Mais alors ça n'a pas changé, c'est toujours le même restaurant. Alors il a été bien sûr restauré, mais ce restaurant, une partie du mobilier est quand même resté d'époque. Il y a le bar en bois, des tables bistrot 1900. Sur les murs, on peut encore voir des photos et des portraits des grands aviateurs de l'époque. Et même les spécialités de la carte reprennent des noms liés à l'aviation. Il y a le gratin des aviateurs, qui est un gratin en Munster et charcuterie, et le camembert haute voltige, camembert chaud, noix, fruits et salades. Alors, nous allons aller dans un autre haut lieu de l'aviation. Vous ne pensiez même pas, vous n'imaginiez même pas faire une chronique sur les restaurants d'aviateurs sans nous parler du Grand Balcon, bien sûr. Mais ça c'est à Toulouse. À Toulouse, capitale française de l'aviation. Donc cet hôtel est situé au nord-ouest de la place du Capitole. C'était l'ancien QG, bien sûr, des pionniers de l'aéropostale. Mermoz, Saint-Exupéry et beaucoup d'autres y ont logé. À l'origine, c'était une pension bourgeoise pour employés de bureau célibataires qui était tenue par deux sœurs, les sœurs Marquez et une amie. Et on raconte que l'épouse de Didier Dora, le directeur de l'exploitation des lignes Latécoère puis de l'aéropostale, aurait fait un malaise devant l'hôtel. Les sœurs Marquez seraient venues à son secours et pour les remercier, Didier Dora aurait décidé d'y loger ses pilotes et ses mécaniciens. Les pilotes occupaient les premiers et deuxième étages et les mécaniciens le troisième. Et on raconte aussi quand même qu'il était réputé, ce Didier Dora, assez sévère et que c'était, comme il habitait à côté de l'hôtel, c'était aussi une façon d'avoir la main mise sur ses pilotes et mécaniciens. Ça, c'est un lieu que vous connaissez, ça, Marc Menant. Oui, tout à fait. Les deux. Le petit restaurant au Crotoy et cet hôtel des balcons où vous avez la chambre Mermoz. Alors forcément, j'ai demandé il y a quelques années d'avoir le privilège de dormir dans la chambre Mermoz. C'est la 20 et la 32 et la 32 qui était la chambre de Saint-Exupéry. Alors pour être tout à fait honnête, l'hôtel a été restauré ces dernières années, dans les années 2008-2009. Du coup, il est quand même devenu assez contemporain. Les chambres évoquent discrètement le ciel et les avions, mais la chambre de Saint-Exupéry, la chambre 32, a été reproduite à l'identique selon les clichés de l'époque des années 30 grâce à une antiquaire et elle est répertoriée bien sûr comme un lieu de mémoire par les bâtiments de France. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Tous les jours en fin d'émission, Franck Ferrand, vous nous proposez de revenir sur les origines d'une invention, d'une tradition. Aujourd'hui, c'est une expression qui est à l'honneur. Alors, si aujourd'hui on utilise l'expression à tire-larigot pour exprimer l'idée... Une drôle d'expression. Ouais, c'est une drôle d'expression, effectivement. Alors, à chaque fois, ça exprime l'idée d'une grande quantité. À la base, c'est associé à la boisson. Oui, exactement. L'idée de boire beaucoup. Vous savez, au XVe siècle, dans ce qui était un peu l'argot de l'époque, tirer, ça voulait dire faire sortir du liquide, pour le boire, bien entendu. Et le terme larigot, ça désignait une petite flûte rustique. Lorsqu'on buvait à tire-larigot, il s'agissait donc de faire sortir le vin de la bouteille, comme on ferait sortir le son d'un petit instrument. Voilà en tout cas ce qu'on doit pouvoir dire sur l'expression. Alors, mais vous disiez qu'il y avait deux expressions, qu'il y avait une autre possibilité. Il y a une autre hypothèse possible. Larigot ou la rigaude, ce serait le nom c'est le nom de l'une des grandes cloches de la cathédrale de Rouen. Elle avait été nommée comme ça par référence à l'archevêque Eudes Rigaud, qui l'avait offerte à la ville au XIIIe siècle. Et cette cloche d'une taille démesurée était extrêmement lourde, donc très difficile à tirer. Ce qui fait que pour l'actionner, les sonneurs devaient se donner du courage. Et donc, ils avaient l'habitude de boire beaucoup, de boire à tire-larigot. Vous me permettrez d'émettre les plus grandes réserves quant à cette explication. Ouais. Eh bien, nous nous retrouvons dès demain en direct à 14h, chère Anissa. Et demain, nous évoquerons le suicide de Mishima, l'art de mourir. Ça sera à partir de 14h sur Europe 1. On va rigoler demain, j'ai l'impression. Ça va être la fête.